Le Maroc est une monarchie de droit divin. La dynastie alaouite règne sur le pays depuis le XVIIe siècle. Il se prend en photo, et il se prend en photo avec des selfies. Quand il rentre 2 jours après, il est traité comme une divinité. Personne ne peut s'en approcher sans lui embrasser la main, tout le monde doit se prosterner à des kilomètres. Le roi du Maroc a plusieurs visages. Mohamed VI, souverain progressiste ou monarque absolu. Tous les ans, devant le palais royal de Rabat, le rituel est immuable. Les dignitaires du royaume prêtent allégeance à leur souverain lors de la cérémonie de la Baïa. Quand le roi sort, tout le monde se prosterne. Et une foule immense sur une esplanade du palais royal, où les gens sont comme ça. Puis il y a le chambellan qui dit « Votre Seigneur, il est là !» Votre Seigneur, il vous dit Mais c'est incroyable. Et on est au XXIe siècle. الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك We are the people of the light, they are the people of darkness, and light shall triumph over darkness. In joint forces and a profound belief in our justness, a profound belief in the eternity of the Jewish people, we shall realize the prophecy of Isaiah. There will no longer be stealing at your borders, and your gates will be of glory. Shimon Peres, mentor et compagnon de route d'André Azoulay. Pour la première étape de sa visite en Israël, le conseiller royal tenait à lui rendre hommage. All along my life challenges, Shimon was my champion. Shimon was my hero. Celui qui souffle aux oreilles des rois du Maroc depuis plus de 30 ans sera décoré pour Israël a besoin de plusieurs André Azoulay. Moi j'ai une question, moi j'ai une vraie question s'il vous plaît, laissez-moi finir. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas trop d'enfants dans les écoles à Gaza? Parce qu'on a tué tous les enfants, dar la di la dada, et il n'y a plus rien dans les classes, dar la di la dada, ils vont finir sous les encombres, dar la di la dada. L'hymne national marocain a retenti ce mardi au QG de la défense israélienne à Tel Aviv. Qui eût imaginé une telle scène il y a encore 2 ans? Alors, tout d'abord, je pense qu'il est utile de préciser que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une coopération renforcée depuis maintenant 1 année, et plus précisément la visite du ministre de Défense israélien Benny Gantz, et durant laquelle il a été convenu à la signature du partenariat de l'accord de défense bilatéral en novembre 2021. מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם. Visite officielle au Maroc pour Aviv Kochavi. Le chef d'état-major israélien doit arriver ce lundi au royaume chérifien. Objectif, renforcer la coopération militaire entre les 2 pays. Une coopération déjà initiée par Benny Gantz en novembre dernier. Le ministre israélien de la Défense avait alors signé un accord de défense avec son homologue marocain à Rabat, le premier de ce genre entre Israël et un État arabe. Cet accord a officialisé les liens de défense entre les 2 pays, permettant une coopération plus fluide et facilitant la vente d'armes par Israël au Maroc. Depuis, la coopération militaire entre les 2 pays s'est intensifiée. En mars, 2 hauts responsables de l'armée israélienne ont signé un protocole permettant une collaboration plus étroite entre les 2 armées. Et le mois dernier, des officiers israéliens et des responsables du ministère de la Défense ont participé à un exercice militaire au Maroc en tant qu'observateurs.
Depuis la normalisation de leurs relations en 2020, Jérusalem et Rabat ont signé plusieurs protocoles d'accord dans différents domaines, aviation civile, forage pétrolier ou encore recherche sur les ressources en eau. Les deux pays ont par ailleurs ouvert leurs bureaux de liaison respectifs, fermés lors de l'interruption de leurs relations diplomatiques au début de la seconde intifada en 2000. C'est Yair Lapid, alors ministre des Affaires étrangères, qui s'était rendu au Maroc en août 2021 pour ouvrir officiellement le bureau à Rabat. Les deux pays envisagent même d'ouvrir des ambassades, mais aucune date n'a été fixée pour le moment. Nous avons envoyé des messages très clairs que nous avons demandé à la population civile de partir, de quitter la bande de Gaza et de continuer à leur dire « quittez la bande de Gaza ». Mais il y a le siège sur la bande de Gaza. Comment les civils peuvent partir? Ils peuvent partir par le sud. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est que Gaza soit rasé complètement, que notre aviation pilonne toute la ville, qu'il ne reste plus rien de Gaza et qu'on puisse y installer une grande Itiyashvut, une grande réimplantation juive. Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Uzi Narkis, autant de noms associés à la victoire militaire israélienne en 67. Mais si je vous disais que le roi du Maroc, Hassan II, avait aussi contribué à la victoire éclair de l'État hébreu. Info, Intox, Johanna Binder, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que Israël a effectivement gagné cette guerre de 67 grâce à l'aide du Maroc? Eh bien, sans le Maroc, Israël n'aurait peut-être pas gagné la guerre des 6 jours. Alors, tout commence en 1965. On est 2 ans avant que débute la guerre des 6 jours. Les grands leaders du monde arabe se retrouvent à Casablanca. C'est le 3e grand sommet de la Ligue arabe. Alors, vous vous en doutez, le Mossad ne fait pas partie de la liste officielle des invités, mais il est là et il va recueillir des informations cruciales. Il y a un protagoniste, c'est Nasser, le président égyptien, le leader de la coalition arabe. Alors, dans quel état d'esprit est-il à la veille de cette conférence? Il déclare à Assouan en février: l'année 1965 est la plus dangereuse des années de la lutte arabe. Israël prétend que les Arabes s'apprêtent à perpétrer une agression. Cela signifie qu'Israël a l'intention de nous attaquer. Nous devons donc être prêts à riposter. En septembre, donc quelques mois après, a lieu ce sommet de la plus haute importance. À l'ordre du jour, l'état des forces armées des pays de la Ligue arabe, avec cette question: sont-ils prêts à faire la guerre contre Israël? L'autre homme clé de cette histoire, c'est Hassan II, le roi du Maroc. Il va permettre aux renseignements israéliens de connaître ses ennemis. Et c'est à ce moment-là que le Mossad va donc entrer en action. Oui, absolument. Le Mossad va donc préparer cette opération en amont de la conférence. Plusieurs jours avant, une équipe du Shin Bet et du Mossad, il s'appelle à Tsiporim, donc les oiseaux, vont occuper le dernier étage du très luxueux hôtel à Casablanca où sont attendus les dirigeants arabes et où va aussi avoir lieu la conférence. Mais la veille de ce sommet, Hassan II est pris de panique et il somme les agents israéliens de quitter l'hôtel. Mais au terme de cette conférence, il va livrer aux agents israéliens l'enregistrement complet de cette conférence. Hassan II a tout enregistré en secret. Il n'a pas confiance dans les invités de la Ligue arabe. C'est à peine croyable. Mais qu'est-ce que les Israéliens vont bien pouvoir découvrir sur ces cassettes? Alors, les enregistrements vont révéler qu'il est question de créer un commandement arabe unifié pour mener les hostilités contre Israël. Et le point crucial, c'est que les rangs arabes sont profondément divisés. On va pouvoir entendre des échanges extrêmement vifs entre Hussein de Jordanie, mais aussi Nasser. Et alors, ce qui est vraiment important, c'est que les nations arabes vont vraiment révéler leurs faiblesses. Elles ne sont absolument pas préparées pour une guerre contre Israël. Et c'est vraiment sur la base de ces informations-là que Tsahal va lancer les premières opérations de la guerre des 6 jours en 67. Alors voilà un dirigeant arabe sunnite qui est censé être solidaire de ses homologues arabes. Pourquoi Hassan II a-t-il fait ce choix? Qu'est-ce qui l'a motivé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant déjà ce sommet, le Maroc et Israël entretenaient déjà des relations stratégiques. Hassan II avait accepté que des juifs marocains émigrent vers Israël. En échange de quoi, Israël fournissait une aide logistique au Maroc, notamment en formant ses militaires. Et suite à cette opération, qui a vraiment été considérée comme le fleuron des renseignements israéliens, Israël est en dette vis-à-vis du Maroc. Seulement un mois plus tard, en octobre, cette dette a un nom, c'est Mehdi Ben Barka, le plus farouche opposant d'Hassan II. Le Mossad participe à l'opération Baba Batra. L'objectif, c'est faire disparaître absolument Ben Barka, Baba Batra aux initiales donc de Ben Barka, mais c'est aussi le nom d'un traité du Talmud. Le Maroc a donc été un allié indispensable à Israël dans la guerre des 6 jours, même si, on le voit bien, aucun cadeau n'est gratuit. Nizar Derdabi, on revient vers vous. Cette alliance stratégique avec Israël, c'est aussi un message très fort, selon vous, adressé aux Algériens et au Front Polisario? À mon sens, si le Maroc et Israël souhaitent consolider leur alliance stratégique,
c'est avant tout pour répondre à un contexte géopolitique et sécuritaire instable. C'est une véritable humiliation subie par l'entité sioniste au premier jour du 36e sommet de l'Union africaine. Une expulsion pure et dure de sa délégation, de la salle où se déroulent les travaux et où se sont infiltrés sous de faux badges l'ambassadeur sioniste à Addis Abeba, accompagné d'une représentante des affaires étrangères. Ils ont été vite identifiés par les représentants algériens. Les faussaires sionistes ont été chassés des lieux sous la pression des deux grosses pointures africaines, l'Algérie et l'Afrique du Sud, deux pays connus pour leur diplomatie de grande moralité. Le président de la Commission de l'Union africaine n'a eu d'autre choix que d'ordonner cette expulsion. L'Algérie a été le premier pays à réagir avant que d'autres ne lui emboîtent le pas. L'entité sioniste considérée comme un régime d'apartheid est aux antipodes des valeurs et principes de l'Union africaine, ceux du droit à la libération des peuples. Quoi qu'il en soit, cette exclusion de l'entité sioniste de l'Union africaine est un véritable coup dur pour sa diplomatie de corruption et sa politique expansionniste. Et de son côté, Tel Aviv appelle Alger à se focaliser sur ses problèmes économiques. Israël qui assure que les accusations algériennes contre Israël dans le cadre de la crise diplomatique entre Rabat et Alger sont infondée et sans intérêt, une réaction d'une source diplomatique israélienne. En parlant d'Israël, rappelant qu'à Casablanca, le 12 août, le Premier ministre israélien Yair Lapid avait exprimé ses inquiétudes au sujet du rôle joué par l'Algérie dans la région, son rapprochement avec l'Iran et la campagne qu'elle a menée contre l'admission d'Israël en tant que membre observateur de l'Union africaine. Et je vais renforcer l'armée comme il se doit pour nous faire craindre. Personne ne pourra s'approcher de nous. Les massacres perpétrés par les sionistes à Gaza doivent cesser. Ils ne vont pas nous leurrer, ce n'est pas une guerre civilisationnelle, ce sont des massacres. Ils veulent régler la question palestinienne par un génocide contre les Palestiniens. Nous sommes là et nous les laisserons pas faire. Comme il est dit dans le hadith, celui qui assiste à une injustice, qu'il intervienne par ses propres mains, s'il ne peut pas, par sa parole, et s'il ne peut pas, par son cœur, et c'est le degré le plus bas de la foi. Nous ne laisserons pas tomber la Palestine en général, et Gaza en particulier. Et je vous le jure devant Dieu, s'il nous aide uniquement à ouvrir les frontières entre l'Égypte et Gaza, nous savons ce que nous allons faire. Nous savons ce que nous allons faire, je vous le promets, et l'armée est prête. Il suffit d'ouvrir les frontières. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة